Donc, je vais faire appel à Maxime Loubard, CEO de Wise, qui va me rejoindre sur scène. Une démonstration qu'on va parcourir avec un prototype que, Maxime, je t'en prie, je vous en prie, vous pouvez me rejoindre et vous asseoir avec moi. On va découvrir un peu plus ce que c'est Wise, les lunettes connectées qui font parler. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci, bonjour à tous. Je présente directement ? Je t'en prie, tu es lancé. Eh bien, Wise, c'est une start-up qui a vocation à développer une paire de lunettes connectées pour les personnes qui sont totalement paralysées, qui ne peuvent plus du tout communiquer. Donc souvent, c'est des personnes qui sont atteintes par des maladies comme la maladie de Charcot. Vous connaissez peut-être Stephen Hawking, par exemple, était atteint par cette maladie-là. On peut décrire un peu la situation Donc en fait, pour qu'on puisse, tout simplement, alors il y a plein de maladies qui amènent dans cet état-là, plein d'accidents de la vie, des pathologies depuis la naissance. Enfin, c'est vraiment, ça touche beaucoup de monde. En France, c'est à peu près 240 000 personnes qui n'ont pas de moyens de communication à cause de cela. Et en fait, c'est des personnes qui ont tous leurs muscles atrophiés, donc paralysés, ou alors qu'ils ne peuvent plus utiliser, qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais ils ont l'esprit qui est totalement clair et lucide et valide, comme vous et moi. Donc c'est souvent, on dit que ce sont des personnes qui sont enfermées dans leur propre corps. Vous connaissez peut-être Le Scaphandre et le papillon, donc c'était une personne enfermée dans son propre corps qui avait écrit un livre en clignant des yeux. Et l'idée, c'est de lui permettre à d'autres de faire exactement la même chose, mais avec un peu plus d'aisance. Donc de leur permettre de retrouver la communication grâce à nos lunettes. Au niveau du fonctionnement, très rapidement... Peut-être qu'on peut aussi les montrer. Pardon. Pour qu'on puisse les voir. Alors, je vous ai amené un ancien prototype parce que les nouveaux sont avec les patients, parce que depuis le début, on fait évidemment tester toutes nos itérations avec les patients. J'encourage tous les futurs entrepreneurs à faire de même. Donc en fait, ça va être compliqué une main. On a donc une paire de lunettes connectées sur laquelle il y a des capteurs. Ces capteurs-là, ils vont être capables de détecter tous les mouvements et les clignements volontaires des yeux. Et ensuite, dans ce petit boîtier, on a toute notre intelligence algorithmique qui va être capable à la fois de différencier les mouvements volontaires des battements de cils naturels et de tout ce qui est involontaire, et en même temps de pouvoir coupler ça à des commandes précises avec l'objet connecté qu'on va utiliser. Par exemple, si je connecte le boîtier en Bluetooth à un ordinateur et que j'utilise toutes les options d'accessibilité pour avoir un défilement automatique sur tout ce qui est sélectionnable sur l'ordinateur, je vais pouvoir dire, par exemple, le clignement de l'œil gauche, ça sera pour sélectionner, le clignement de l'œil droit, ça sera pour faire une action de revenir en arrière. Et donc, lorsque je verrai l'ordinateur, le moment où ça défile sur ce que je veux sélectionner, j'aurai à cligner de l'œil gauche. Si je veux revenir en arrière, l'œil droit. Si je fais les deux yeux vers le haut, ça fera encore une autre commande et on peut associer ça comme ça à une multitude de commandes. La problématique, c'est que toutes les personnes n'ont pas la même motricité et qu'il faut donc le rendre universel de cette manière-là. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que les lunettes sont... Alors ça c'est la conclusion, les lunettes sont universelles et s'adaptent à absolument tout le monde, quelles que soient les facultés motrices. La manière dont on a réussi à le faire, c'est qu'on va s'adapter dans la captation des signaux à n'importe quelle personne, n'importe quelle situation, n'importe quel moment dans le parcours de la maladie, parce que ce sont des maladies évolutives la plupart du temps. Pardon, il y a peut-être des questions. Non, c'est très bien, je me permets de te laisser, c'est très bien. Tu me coupes. Enfin, j'allais simplement dire justement comment vous l'avez justement co-construit du coup ce prototype, cette solution avec les... Exactement. En fait, on a commencé ça quand on était en école d'ingénieur. C'était notre projet d'études. Qu'on avait nous-mêmes proposé, parce que ma grand-mère avait eu une maladie neurodégénérative et donc j'avais vécu ce que c'était de voir un proche s'enfermer dans son propre corps. Et ma meilleure amie Sarah avait eu l'idée d'utiliser les yeux et les mouvements des yeux volontaires pour après utiliser des objets connectés. On est parti de là, c'était notre projet d'étude. On a fait ça pendant 2 ans, nos 2 dernières années. On a été au concours Lépine, ça nous a permis d'avoir un peu de visibilité, de gagner des prix là-bas, et puis ça a lancé le projet comme ça. Et en fait, dès le début, on a mis les principaux concernés au cœur de la réflexion de recherche et développement. Parce que c'est beau d'avoir des compétences d'ingénieur et de se dire je sais exactement ce qu'il faut faire. On a juste à leur faire un truc qui marche, clignement droit pour sélectionner, le gauche pour revenir en arrière, peu importe, et puis ça va être la même chose pour tout le monde. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas bouger un œil à gauche, et on se dit, en fait, on a fait tout ça pour rien. Nous, ça n'est pas arrivé pour le coup, mais je connais beaucoup de personnes qui ont développé des projets, notamment dans le handicap, et qui, une fois terminés, se sont rendus compte que ce n'était pas adapté. C'est quand même dommage. Nous, depuis le début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les patients, on a été voir leurs proches, on a été voir le personnel médical, on a été voir les structures de santé, vraiment toutes les personnes qui, de près ou de loin, au quotidien, vivent cette maladie-là, soit directement, soit indirectement.
pour avoir leur avis, pour comprendre via leur prisme comment ils le vivent au quotidien, ce qu'ils auraient besoin au travers de cet outil-là, au travers de la communication, comment retrouver la communication. Parce que sans la communication, en fait, on n'est pas grand-chose. Les interactions sociales, il y en a pas. Ouais, donc l'impact, il n'est pas seulement sur l'autonomie, il est aussi sur l'isolement social qu'on peut avoir face à ces maladies. C'est un tout. Imaginez ce qu'aurait pu être votre vie si vous n'aviez jamais pu communiquer. Imaginez ce qu'elle serait aujourd'hui si vous arrêtiez de communiquer. C'est très compliqué. Alors par les yeux, on peut dire beaucoup de choses, surtout quand on est complice avec une personne, que c'est une personne proche, un être aimé. Mais c'est très limité. Il y a beaucoup de choses qui sont... Moi, je me souviens de ma grand-mère, dans ses yeux, ça bouge dans tous les sens. Il y a un moment donné, on ne sait plus. On ne sait même plus si elle est consciente. On en vient à douter. Donc c'est important au niveau du quotidien, c'est important dans l'autonomie parce que ces personnes-là derrière peuvent utiliser un ordi tout seul. Peut-être qu'au long terme on pourra leur permettre de retrouver un emploi. Le chômage touche 2 fois plus les personnes en situation de handicap que les personnes valides. Donc ça peut leur permettre de retrouver aussi l'inclusion sociale et puis ne serait-ce que retrouver le partage avec les proches au quotidien. Donc du coup là on est sur un ancien prototype, parce que le prototype celui d'aujourd'hui il est directement dans les mains des patients aujourd'hui. Alors il y en a un autre qui arrive là très bientôt, qu'on va pouvoir commercialiser d'ici la fin de l'été, en septembre à peu près. En fait, on s'est preuve de l'intérêt de toute cette co-conception. À la base, on voulait donc faire une paire de lunettes juste qui permet de contrôler un ordinateur. On s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui préfèrent utiliser une tablette. On s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui préfèrent utiliser un système d'exploitation ou l'autre. On s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui voulaient juste utiliser pour déclencher une alarme, pour appeler à l'aide si besoin. Donc on s'est dit, bon, déjà, le produit, on oublie un peu ce qu'on avait en tête, on va faire quelque chose qui peut se connecter à absolument tout. Ça a été la première chose. Et ensuite, comme c'est dans le milieu médical, qu'il y a énormément de certifications, ça prend du temps. Et on a vu que ça allait prendre des années pour chaque itération, etc. Sauf qu'entre-temps, il y a des patients qui nous ont dit « Oui, mais moi, j'ai vraiment besoin là, de manière urgente de pouvoir juste déclencher une alarme, juste ça, parce que quand je suis tout seul dans la pièce et que les gens sont dans la pièce d'à côté, si ma trachéotomie elle se débranche, c'est fini. » Et on a plein de récits comme ça de personnes qui ont sauvé in extremis la vie d'un proche, qui par grand hasard sont repassés devant la chambre et ont vu. Mais on peut arriver à des situations vraiment dramatiques et ils nous ont dit mais moi j'ai juste besoin d'appeler, ou la nuit j'ai peur de m'endormir parce que je ne sais pas si dans la nuit si j'ai besoin de quelque chose, quelqu'un va pouvoir venir m'aider. Et donc en fait on s'est dit on va faire une petite entorse à notre projet, et à notre développement. Peut-être à faire. Pardon ? Et est-ce qu'il y a un deuil aussi peut-être à faire à un moment donné quand on se lance dans un objectif précis, qu'on se dit aïe, il faut revenir un peu en arrière et reconstruire un peu le projet. Le deuil dans la R&D, je crois que c'est le seul deuil qui est acceptable dans la vie, dans le sens où en fait la R&D ne subit que des deuils, parce que c'est normal et c'est même pertinent de continuellement remettre en question le chemin que l'on emprunte. Alors peut-être pas le chemin, mais en tout cas les pas qu'on fait. Dans le sens où il faut avoir un cap quand même plutôt bien défini, sinon on se perd et on s'éparpille. Mais par contre, il faut avoir cette souplesse-là, cette habilité à parfois un peu s'écarter. Là, c'est ce qu'on a fait. On a juste pris un détour qui s'avère être un raccourci, en réalité. Parce que en fait, tout de suite, on va pouvoir tester en condition toute l'invention, et juste les lunettes vont permettre elles vont être connectées juste à une alarme. Donc on s'est dit, on va faire cette entorse-là, on va développer avant le produit final, un produit intermédiaire qui va juste être connecté à une alarme et qui va leur permettre de déclencher ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de patients qui avaient besoin de ça, même dans des structures entières. On pense à des maisons d'accueil spécialisées qui accueillent plusieurs patients, mais où il n'y a que 2 infirmières pour 15 patients. Ces personnes-là, elles ne peuvent pas appuyer sur un bouton d'appel à l'alarme comme les autres. Donc il faut une solution aussi pour cela. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on répondait à beaucoup de besoins. Et c'est même un produit en lui-même, alors qu'on pensait que c'était juste une petite entorse pour certaines personnes sur le parcours de notre développement. Donc c'est important d'être toujours à l'écoute, surtout dans le domaine de la santé, des principaux bénéficiaires. Et puis le fait de les mettre dans le processus de co-conception, au lieu d'être simplement des bénéficiaires de la solution, ils en deviennent aussi des acteurs. Ça devient presque des collègues. Et il ne faut pas oublier que c'est des personnes qui font plus rien entre guillemets de leur journée pour la plupart. Et ils retrouvent une forme d'utilité pour la société. Ils ont l'impression de participer à quelque chose qui va aider du monde. Et rien que pour ça, en fait, c'est important de le faire. D'autant plus qu'après, ils connaissent la solution, ils n'en ont pas peur.
Faut savoir que c'est des maladies qui touchent surtout des personnes âgées, souvent technophiles. Et donc c'est compliqué d'arriver avec une nouvelle technologie qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont jamais vue. Et le fait, au fur et à mesure de la développer avec eux, ils s'en imprègnent et donc ils n'ont plus peur. Et donc c'est très facile, même ils le demandent. Donc ça aussi, c'est un des bénéfices de la co-conception. Ça tourne en table ronde sur la co-conception. Non, mais on en apprend aussi sur comment le produit qu'on a là et qui est maintenant dans les mains aussi de certains patients a évolué. Moi, j'avais une question et peut-être qu'on finira sur celle-ci. Parce que le temps file. Pardon. C'est surtout en termes, peut-être ça brûle les lèvres de certains d'entre vous, mais en tout cas moi elle me brûle les lèvres, c'est autour de l'autonomie, autonomie de batterie en tout cas de cet appareil. Comment ça se passe Parce qu'il faut bien évidemment que ça tourne avec une certaine énergie. En fait, la manière dont on l'a conçue, c'est qu'elle est à la fois utilisable sur batterie et sur secteur. Donc ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose où on s'est dit bah tiens on va faire sur batterie ou sur secteur. On a été voir les patients, on leur a demandé. Et évidemment, certains nous ont dit sur secteur et d'autres sur batterie. Sur secteur parce qu'en fait au quotidien ils sont dans leur lit ou dans leur fauteuil et donc il n'y a pas un besoin énorme de mobilité. Donc en fait on a juste à le brancher sur secteur. Et d'autres qui disaient mais moi je fais encore des balades. Nous, il nous arrive d'aller pousser des patients sur des semi-marathons, par exemple, dans ce qu'on appelle des joëlettes, donc des sièges adaptés pour la course à pied. Sauf que s'ils ont besoin de communiquer dans ce siège, faut bien quelque chose. Donc en fait, on a aussi une batterie. Alors on part sur une autonomie de 8 heures, là sur le produit qu'on va sortir, qui est largement suffisant. Parce que 8 heures à l'extérieur, c'est énorme pour un patient, donc ça n'arrive pas souvent. Donc il y a ça de prévu. Et puis en réalité, il y a plein d'autres choses sur la raison pour laquelle il faut avoir une batterie, c'est que l'utilisation en extérieur, c'est possible avec notre technologie. C'est pas possible, par exemple, avec les technologies d'eye tracking qui suivent vraiment le mouvement de la pupille avec une caméra. On peut pas aller en extérieur, etc. Donc ça répond aussi à des besoins de personnes qui ont besoin de sortir. C'est des humains, ils ont besoin aussi de prendre l'air comme tout le monde. Il faut pas l'oublier. Ils doivent pas être condamnés à rester dans une chambre parce que les outils ne s'adaptent pas à leur déplacement extérieur. Eh bien, merci beaucoup Maxime, on arrive déjà à la fin de ce petit temps. En tout cas, on sent qu'il y a de la vraie adaptation, vous avez vraiment bien ciblé le besoin et vous avez été innovant à chaque pas de l'évolution de votre startup. On vous souhaite le meilleur, en tout cas pour la suite. Je pense qu'on peut encore l'applaudir. Merci à tous. Et merci beaucoup. Merci Renaud.